Son mandat a été marqué par deux grandes crises, la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine. Quel est le bilan d'Ursula von der Leyen qui brigue à nouveau la présidence de la Commission européenne? Nous allons tenter d'y voir plus clair à moins de 3 mois maintenant des élections européennes prévues le 9 juin. Bonsoir Thierry Chopin. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes politologue, spécialiste de l'Union européenne, conseiller spécial à l'Institut Jacques Delors. Jacques Delors qui fait partie de celles et ceux qui ont effectué 2 mandats à la tête de la Commission européenne. Ils ne sont pas nombreux. Non, ils ne sont pas nombreux. Les présidents de la Commission qui ont fait 2 mandats sont au nombre de 3. Le premier était Walter Hallstein, le premier président de la Commission européenne. Le second, Jacques Delors, au milieu des années 80, début des années 90. Et puis, José Manuel Barroso. Dont on se souvient, puisque évidemment c'était un mandat en pleine crise financière à la fin des années 2000. Alors là, Ursula von der Leyen se représente. Est-ce que ça passe comme une lettre à la poste ou est-ce qu'il y a des grincements de dents? Tout dépend des oppositions, des partis politiques. D'abord, c'est jamais fait d'avance, très, très clairement. Pour être investi, le président ou la prochaine présidente de la Commission doit être élu par une majorité de parlementaires européens. Donc elle est investie par le Parlement européen. Donc ça suppose évidemment d'aller chercher des voix au-delà en fait de son propre camp politique, qui est le Parti populaire. Elle sera réélue. Pour qu'elle soit réélue, il faut que le Parti populaire européen gagne, mais ça ne suffira pas forcément. Alors, il faut d'abord que le Parti populaire européen arrive en tête ou pas. C'est pas si évident. C'est la droite européenne. Oui, LR en France, en fait, siège au sein du Parti populaire européen. L'important, en fait, c'est d'obtenir une majorité. Et comme il n'y a aucun groupe politique qui a la majorité absolue au Parlement européen, il faut une coalition majoritaire. Donc, du PPE, sans doute des sociodémocrates, des libéraux. Et là, avec qui, avec elle? Alors, en fait, la coalition qui est majoritaire actuellement, depuis 2019 au Parlement européen, est constituée du Parti populaire européen, donc la droite modérée, LR, encore une fois, siège pour les Français au sein de ce groupe, les sociodémocrates, donc le PS pour la France et Place Publique, et puis les libéraux de Renaissance, Renew Europe, comme on l'appelle. Voilà pour les éléments, on va dire, électoraux techniques, mais ça méritait quand même d'être dit. Quel bilan tirez-vous de cette mandature d'Ursula von der Leyen? Elle est arrivée en décembre 1999. 2019. 2019, pardon. Premier cas de Covid à la fin de l'année 2019. Alors, je pense qu'il faut distinguer deux registres en fait pour évaluer son bilan. D'abord, en fait, au regard des objectifs qu'elle avait fixés à la Commission européenne qu'elle préside. Donc quand elle est arrivée effectivement à la tête de la Commission européenne en décembre 2019, et elle a voulu placer en fait cette commission d'abord sous le signe d'une commission géopolitique. On en parlera puisqu'évidemment elle a été confrontée à des crises géopolitiques majeures. Et puis elle avait placé aussi au cœur de l'agenda de sa commission le pacte vert européen, le Green Deal, c'est-à-dire tout un ensemble de propositions législatives visant à établir une réglementation en matière environnementale. Notamment l'arrêt des moteurs thermiques pour les voitures, par exemple, en 2035. Exactement, avec l'idée de réduire en fait au maximum les émissions de gaz à effet de serre et de mettre sur la voie de la décarbonation l'économie européenne. Mais est-ce qu'elle a tenu ces grandes lignes? Beaucoup de choses ont été faites, effectivement. Alors ensuite, les jugements peuvent être différents en fonction des secteurs économiques, professionnels dans lesquels on se trouve. On a vu par exemple qu'à l'occasion de la crise agricole, le milieu agricole n'était pas spécialement favorable et enthousiaste vis-à-vis de cette réglementation qu'il trouvait trop contraignante. À l'inverse, évidemment, si vous êtes un écologiste ou un social-démocrate avec une sensibilité environnementale assez forte, vous pouvez être satisfait en fait du bilan qui a été le sien en fait en la matière. Plus récemment, pour le coup, pas tout à fait pour les écologistes, parce qu'il y a des reculs justement pour faire des concessions aux agriculteurs. Oui, alors exactement. Ouais. Donc on verra d'ailleurs s'il n'y a pas un risque de régression de ce point de vue-là à l'occasion peut-être d'un éventuel second mandat en fait d'Ursula von der Leyen. La pandémie 2019, des milliards d'individus confinés, 500 millions d'Européens, on peut le dire, quasiment confinés également. Comment a-t-elle géré cette crise? Il y a celles et ceux qui la défendent et qui disent qu'elle a au moins mis en place cette politique vaccinale collective. Celles et ceux qui la critiquent, notamment avec cette affaire des textos, puisqu'elle a directement communiqué avec le patron de Pfizer à un moment donné, Albert Bourla. Que ressort-il de sa gestion de cette crise? Effectivement, c'est le second registre qui est important. C'est au-delà de l'agenda qui était prévu initialement. Je crois que ce qui caractérise en fait cette commission von der Leyen, c'est une commission de gestion de crise. D'abord, effectivement, la crise pandémique à partir, disons, de début 2020.
Ce qui en ressort, au-delà de l'anecdote que vous mentionnez, qui ne me paraît pas avoir eu un impact fort finalement sur son bilan, qui s'en souvient en fait en réalité. Ces détracteurs s'en souviennent. Ces détracteurs évidemment s'en souviennent. Ce qu'on retient quand même surtout, c'est la capacité qu'a eu la Commission européenne à mettre en place, à mettre en œuvre l'achat en commun de vaccins. Ce qui n'est pas une mince affaire. Ce qu'on retient évidemment aussi, c'est d'avoir mis sur les rails en fait des procédures, en fait, des processus de production aussi de vaccins en fait sur le territoire européen, et donc d'avoir mis en œuvre après une première phase quand même de la crise pandémique, où on avait vu des tentations au repli national en fait. On se souvient que certains pays, l'Allemagne, la France, restreignaient leurs exportations de matériels médicaux à l'attention de pays qui pourtant constituaient l'épicentre de la crise pandémique, comme c'était le cas de l'Italie. La Commission a joué un rôle très important pour organiser une forme de solidarité européenne, qui a été une condition sans doute de l'efficacité de la réponse. Il y a eu un plan de relance aussi, et par ailleurs, 750 milliards d'euros baptisé Next Generation EU. EU. Effectivement, c'est l'autre élément en fait très important au-delà de l'achat en commun de vaccins. Et c'est une décision là encore de solidarité et de souveraineté en fait très importante qui a été prise par les chefs d'État et de gouvernement. C'est le Conseil européen qui a pris cette décision très importante d'un plan de relance effectivement pour soutenir l'activité économique et l'emploi. Plan de relance de 750 milliards d'euros qui a reposé sur un principe d'endettement commun. C'est-à-dire que les États ont accepté de partager le risque, de mutualiser en fait leur endettement. Alors, de manière temporaire pour répondre en fait spécifiquement à cette crise pandémique. Et donc effectivement, cet élément-là est aussi à mettre au compte de l'Union européenne dans le cadre de cette crise qui a été majeure. La guerre en Ukraine, ça a été bien entendu un cataclysme pour l'Europe et pour l'Union européenne. Quel bilan tirez-vous de sa gestion? Alors rappelons, et d'ailleurs ça fait débat par rapport à ce qui se passe entre Israël et le Hamas à Gaza. Le ressort de la politique étrangère européenne, normalement c'est Josep Borrell, il ne s'est pas privé de le rappeler. Le chef de la diplomatie européenne accuse Ursula von der Leyen d'être trop pro-israélienne, d'avoir pris des initiatives seule. Comment se répartissent-ils les tâches? Elle est à la tête de ce qu'on pourrait appeler l'exécutif, un gouvernement, c'est bien cela? C'est plus compliqué que ça. En fait, la Commission européenne, effectivement, peut être présentée comme le pouvoir exécutif de l'Union européenne au sens d'un pouvoir de mise en œuvre, d'un pouvoir d'exécution. Est-ce que la Commission européenne est le pouvoir exécutif de l'Union européenne au sens d'un pouvoir de décision, et même au sens décisionniste du terme, face à des circonstances exceptionnelles? Rappelons qu'il y a la règle de l'unanimité notamment. Alors en matière de politique étrangère, mais en tout cas face aux différentes crises qu'on évoquait, que ce soit d'ailleurs la pandémie, que ce soit aussi la guerre en Ukraine, il est clair que le Conseil européen, c'est-à-dire la réunion des 27 chefs d'État et de gouvernement des États membres de l'Union européenne, a joué un rôle absolument majeur. Et ça peut s'expliquer, on pourrait y revenir si vous le souhaitez. Donc il y a cette tension permanente, effectivement. Il y a une espèce d'exécutif dual, en quelque sorte. Il y a une polyarchie. Il y a une sorte de double exécutif avec la Commission européenne d'un côté et le Conseil européen de l'autre. C'est pas optimal et ça nourrit effectivement des tensions, une tentation aussi de tirer la couverture à soi. Et effectivement, peut-être qu'une ombre, en fait, au tableau du bilan qu'on peut faire de la commission d'Ursula von der Leyen, c'est une tendance parfois en matière de politique étrangère et de diplomatie, ce qui n'est pas son rôle a priori, à se positionner de manière parfois un peu unilatérale, sans toujours déployer des efforts de concertation nécessaires avec les États. Elle a été ministre allemande de la Défense. Elle est ministre allemande de la Défense. Oui, et puis sans doute pour se donner une visibilité sur la scène internationale. C'est de bonne guerre, si je peux utiliser cette expression dans le contexte actuel. Donc on a vu en tout cas des tensions entre Ursula von der Leyen et, vous parliez de Josep Borrell, mais surtout Charles Michel, le président du Conseil européen. On a vu l'affaire du Sofagate, par exemple, à Ankara. Alors, il faut rappeler, c'est le fauteuil, c'est bien cela. Oui, le Premier ministre, le dirigeant turc, en fait, Erdogan, accueillant, le président turc, Erdogan, accueillant, en fait, Ursula von der Leyen, président de la Commission, et Charles Michel, président du Conseil européen, avait invité à s'asseoir, en fait, face à lui, le président du Conseil européen, et avait laissé Ursula von der Leyen sur un sofa, ce qui était
c'était évidemment très, très indélicat, mais ce qui montrait aussi, en fait, visuellement, ces tensions, en fait, entre les deux pôles, finalement, de l'exécutif européen. Et ça a peut-être pu jouer aussi sur, après, ses prises de position et son affirmation dans ce rôle. Le point sombre, on peut dire la crise migratoire, terminer ce mandat en signant avec l'Égypte et le maréchal Abdel Fattah al-Sisi un accord de 7 milliards 400 millions d'euros pour freiner l'immigration clandestine. C'est pas forcément, on peut dire, l'aboutissement d'une politique. C'est sans doute le sujet, cette question de la politique migratoire, le plus compliqué et le plus épineux. Il y a déjà eu un accord avec la Tunisie, avec la Turquie, maintenant avec l'Égypte. Et donc d'ailleurs, l'accord avec la Turquie que vous mentionniez est antérieur au mandat d'Ursula von der Leyen. Donc c'est une question vraiment depuis au moins 2015 qui empoisonne en fait les relations entre les États. C'est une prérogative nationale, d'abord la gestion la souveraineté des États. La souveraineté des États, et les États sont jaloux de leur souveraineté. Donc c'est très difficile de forger du compromis politique, du consensus au niveau européen sur ce sujet-là. L'idée de la Commission, parce qu'il y a un pacte asile-immigration qui a été forgé pendant sa commission. Cette commission von der Leyen vise en fait à établir un équilibre entre des mécanismes de responsabilité, au sens mieux contrôler en fait nos frontières d'un côté, et puis de solidarité avec des mécanismes de répartition des migrants entre les États membres. Mais c'est c'est un équilibre qui est toujours très précaire en fait entre les deux dimensions et les deux exigences. Et selon une nouvelle étude récente, l'essor considérable des partis d'extrême droite et eurosceptiques pourrait permettre, pour la première fois, à une coalition populiste de prendre le contrôle du Parlement européen, Bruxelles et Strasbourg. Ce serait donc inédit. Est-ce un scénario crédible ? Alors, d'abord, c'est un scénario qui est toujours possible. Il ne faut jamais insulter l'avenir. En France, par exemple, le Rassemblement national de Jordan Bardella et Marine Le Pen, Jordan Bardella, tête de liste, fait la course en tête dans les sondages. Oui, de manière assez large vis-à-vis de la majorité présidentielle. Il y a plus de 10 points d'écart. En fait. On voit Geert Wilders notamment là, Marine Le Pen, Geert Wilders néerlandais. Alors, est-ce que pour autant, en fait, pour répondre précisément à votre question, il y a un risque réel probable, en fait, d'une union des droites modérées, conservatrices et radicales extrêmes à l'issue de ces élections? Encore une fois, c'est toujours possible. Est-ce que c'est probable? Personnellement, je ne le pense pas. Il y a un tiraillement entre l'aile qui se veut entre guillemets plus modérée et l'aile plus radicale. Oui, mais surtout, en fait, je pense que pour comprendre ce qui peut se produire d'un point de vue institutionnel et politique, ce qu'on voit quand même dans les enquêtes d'opinion, c'est qu'a priori, la grande coalition majoritaire que j'évoquais tout à l'heure au début de votre émission, composée du PPE, du Parti populaire européen, des sociaux-démocrates et des libéraux, même si elle sortira sans doute affaiblie si on regarde les projections de ces élections européennes, elle devrait malgré tout être reconduite. Alors, certes, mécaniquement, cet affaiblissement va s'accompagner en fait d'une progression des droites conservatrices et radicales. Quand je dis conservatrices, je pense au parti de Mme Meloni, Fratelli d'Italia, qui se trouve au sein d'un groupe politique qu'on appelle ECR, les conservateurs et réformistes européens, et l'extrême droite qui se trouve dans Identité et démocratie. Le Rassemblement national en France siège dans ce groupe Identité et démocratie. Donc ces deux groupes vont monter. La question qui se pose, c'est de savoir, politique publique par politique publique, sur les questions climatiques, sur les questions de politique économique et financière, sur les questions de politique sociale, d'immigration, quel sera le positionnement du Parti populaire européen. Le Parti populaire européen, on le voit en tout cas dans les projections, va sans doute rester l'acteur clé du Parlement européen à l'issue de ces élections. Et il est parti pour miser sur quel axe de campagne, justement, le Parti populaire européen ? Là, on voit d'abord, alors toujours, les sujets économiques restent très importants, la question de la compétitivité, la question de l'immigration, la question climatique, mais avec évidemment une volonté de restreindre, en tout cas de freiner l'élan réglementaire qui avait caractérisé, qui avait caractérisé en fait ce mandat actuel depuis 2019 de Mme von der Leyen. Donc ces trois sujets-là sont sans doute des sujets clés. Et encore une fois, le point important, c'est de savoir, politique publique par politique publique, choix législatif par choix législatif, avec qui le Parti populaire européen votera. Est-ce qu'il votera avec ses partenaires actuels de la grande coalition, les forces politiques modérées des sociaux-démocrates et des libéraux d'un côté, ou bien est-ce qu'il se rapprochera, comme c'est le cas aujourd'hui en matière de politique climatique, de la droite conservatrice et radicale et extrême? On verra tout cela au mois de juin prochain. Merci beaucoup Thierry Chopin. Rappelons aussi que si elle est réélue ou s'il y a un président différent, il faudra tenir compte d'un président américain qui sera Joe Biden ou Donald Trump sur les questions commerciales. Ça risque d'avoir son importance. Merci beaucoup.